Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour. Nous avons donc étudié jusqu'à maintenant les propriétés des différents types de rayonnement et leurs interactions avec la matière. Nous devons aborder maintenant un aspect fondamental qui est celui de la quantification de l'énergie transférée lors de ces interactions. C'est donc le chapitre de la dosimétrie, sans lequel il n'y a pas d'abord raisonnablement possible des effets radiobiologiques des radiations. Dans un premier temps, replaçons le problème de la dosimétrie dans le schéma général que nous avions présenté au début. Nous avons donc envisagé les propriétés des rayonnements électromagnétiques d'une part et des rayonnements particulaires d'autre part. Puis nous avons étudié dans un deuxième temps leurs interactions avec la matière, soit la matière inerte, et nous avons vu la façon dont on pouvait l'utiliser dans un détecteur comme une gamma caméra. Et donc nous nous acheminons vers les interactions avec la matière biologique. Et nous allons maintenant envisager l'aspect quantitatif du dépôt d'énergie dans la matière, qui constitue donc ce qu'on appelle la dosimétrie. Nous aurons en effet besoin de ces aspects quantitatifs et de l'appréciation de la dose reçue pour envisager dans l'étape suivante les effets radiobiologiques qui, je vous le rappelle, constitueront ce qu'on appelle la radiobiologie. Donc, entrons maintenant dans l'aspect de la quantification des interactions entre l'énergie et la matière. Il faut bien sûr distinguer, pour aborder les problèmes de dosimétrie, les faisceaux de photons et les particules chargées. En effet, ces dernières, vous vous souvenez, déposent la totalité de leur énergie en parcourant de très courtes distances dans la matière, alors que les faisceaux de photons, eux, obéissent à la loi d'atténuation. En termes de dosimétrie, ce sera donc très différent. Nous allons tout d'abord envisager la dosimétrie des faisceaux de photons. Donc, l'énergie d'un faisceau de photons peut être envisagée sous trois angles différents. On peut tout d'abord considérer l'énergie émise par la source, et donc cette énergie émise est transportée par le faisceau de photons. Puis ces photons vont traverser de la matière, et là une deuxième manière de considérer l'énergie, c'est de regarder la quantité d'énergie qui est transférée au milieu du fait des différentes interactions. Cette énergie transférée est encore appelée kerma. Et enfin, troisième façon d'aborder le problème, c'est de considérer l'énergie absorbée par le milieu. Et c'est cette énergie absorbée qui constitue ce qu'on appelle la dose reçue, puisque c'est cette dose reçue qui conditionnera les effets biologiques, et notamment les effets délétères des rayonnements. L'énergie absorbée n'est pas égale à l'énergie transférée, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, la différence entre les deux correspond à l'énergie diffusée. La première chose que nous allons envisager, c'est donc les caractéristiques du faisceau de photons considéré du point de vue de la source. Tant que ce faisceau de photons évolue dans le vide, l'énergie transportée est égale à l'énergie émise. Si l'on se place donc au niveau d'un point source, eh bien, nous allons définir rapidement les paramètres qui sont notés ici, à savoir l'intensité énergétique, le flux énergétique total émis par la source, l'énergie totale émise, et si l'on considère maintenant non pas le point d'émission, mais un point dans l'espace, l'éclairement énergétique et la fluence énergétique, ceci au niveau d'un point P. L'intensité énergétique émise dans une direction donnée correspond au flux d'énergie émis par une source de photons
dans un angle solide élémentaire. Cette intensité énergétique, en notation différentielle, s'exprime en watts par stéradian. Si l'on intègre cette intensité énergétique en fonction de la direction, donc dans un angle solide égal à 4π, on obtient le flux énergétique total émis par la source qui s'exprime en watts. Et si maintenant nous intégrons ceci en fonction du temps, nous obtenons l'énergie totale émise par une source de photons pendant un temps donné. L'énergie totale émise ne s'exprime plus en watts, bien évidemment, mais en joules. Si maintenant on se place dans un point de l'espace qui reçoit le flux de photons émis par le point source considéré, eh bien ce point P reçoit un certain flux d'énergie et on parle d'éclairement énergétique au point P, qui est donc le rapport du flux d'énergie qui traverse une surface élémentaire ds centrée sur le point P par rapport à la valeur de cette surface élémentaire. L'éclairement énergétique s'exprime donc en watts par mètre carré. Si l'on intègre cette grandeur en fonction du temps, on obtient la fluence énergétique au point P qui s'exprime en joules par mètre carré. L'aire ds qui est interceptée par l'angle solide dω sur un plan perpendiculaire à la direction de propagation augmente comme le carré de la distance à la source. Il découle donc de l'expression de l'éclairement et de la fluence énergétique cette loi fondamentale qui est que ces deux valeurs diminuent en fonction de la distance de manière proportionnelle au carré de cette distance. Ceci est très important et il faudra s'en souvenir puisque cette loi de l'inverse du carré de la distance, dans le cas d'une source ponctuelle, conditionne la radioprotection, puisque nous verrons que la première règle en radioprotection consiste à s'éloigner d'une source. Après avoir vu les caractéristiques du faisceau émis et de ce qui est reçu dans un point P en fonction de la distance à la source, voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on interpose un écran de matière sur la trajectoire du faisceau. La première chose à considérer, c'est donc l'atténuation de ce faisceau dans la matière, qui va se traduire par l'atténuation de ce faisceau correspondant à de l'énergie transférée au milieu, et d'autre part, l'énergie déposée dans ce milieu et qui correspond à la dose absorbée. Rappelons rapidement les caractéristiques de la loi d'atténuation. Vous vous souvenez que, en traversant une certaine épaisseur de matière, le flux de photons diminue en fonction de l'épaisseur traversée, avec un coefficient d'atténuation qui est noté μ, qui correspond à la probabilité d'interaction des photons dans le milieu considéré, et cette loi d'atténuation exponentielle décroissante aboutit au fait que, chaque fois que le faisceau parcourt ce qu'on appelle l'ACDA, il perd la moitié du nombre de photons de départ. Rappelons que cette loi d'atténuation conduit à définir un coefficient linéaire d'atténuation et un coefficient massique d'atténuation. La première grandeur à considérer, c'est donc l'énergie transférée, autrement notée kerma, qui est l'abréviation de l'expression anglo-saxonne Kinetic Energy Released per Unit Mass. Donc le kerma, c'est l'énergie qui est perdue par le faisceau et transférée à la matière.
Essayons de comprendre pourquoi cette énergie transférée n'est pas forcément égale à l'énergie absorbée. En effet, lorsqu'on considère l'atténuation d'un faisceau de photons, on se place dans un volume élémentaire qui est représenté par une petite sphère élémentaire centrée par un point P. Sur le schéma, cette sphère est représentée par un cercle centré sur le point P. Eh bien, le kerma correspond, comme indiqué, au transfert d'énergie qui se produisent dans cette sphère élémentaire sans tenir compte de ce que deviennent les particules, c'est-à-dire les électrons, mis en mouvement lors de ces transferts. Or, il faut se souvenir que l'énergie absorbée correspond à l'énergie transmise aux électrons du milieu. Ici, on voit donc que les photons vont transférer une certaine quantité d'énergie qui correspond à la différence entre l'énergie des photons incidents et l'énergie des photons diffusés. Mais on voit que certains électrons mis en mouvement ont des trajectoires qui se terminent à l'extérieur de la sphère considérée. Par conséquent, l'énergie absorbée dans la sphère centrée sur le point P sera inférieure à l'énergie transférée à l'intérieur de cette même sphère. L'énergie transférée ou kerma correspond donc à l'énergie perdue par le faisceau par unité de masse. Elle se note dW indice petit k sur dm et elle est donc égale à la différence entre l'énergie incidente et l'énergie diffusée. Cette énergie transférée représente donc une énergie par unité de masse et ceci est fondamental. Notamment, l'unité qui sert à exprimer l'énergie transférée correspond à des joules par kilogramme ou Gray, un Gray valant 1 joule par kilogramme. Le kerma correspond à l'énergie transférée par unité de masse, et si l'on exprime cette masse en fonction de la masse volumique, on voit qu'on peut extraire de l'expression du kerma ou de l'énergie transférée mu indice transfert sur ρ, qui est le coefficient massique de transfert, et non pas d'absorption, le coefficient massique de transfert, multiplié par la variation de l'énergie du faisceau de photons, divisé par la surface traversée. Cette variation d'énergie en fonction de la surface n'est autre que l'affluence énergétique du faisceau que nous avons vu précédemment, et donc l'énergie transférée est le produit de l'affluence énergétique par le coefficient massique de transfert d'énergie au sein du milieu considéré. La dose absorbée, nous l'avons vu, n'est pas strictement superposable à l'énergie transférée. En effet, la dose absorbée correspond à l'énergie déposée dans la sphère élémentaire centrée sur P, donc à l'énergie d'électrons mis en mouvement, que ces électrons aient été mis en mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère centrée sur le point P. Autrement dit, une certaine quantité d'énergie absorbée à l'intérieur de la sphère correspond à des transferts d'énergie qui ont eu lieu en dehors de cette sphère. Donc cette fois, ceci va majorer l'énergie absorbée par rapport à l'énergie transférée à l'intérieur de la sphère. Donc il y a là deux phénomènes contradictoires. Une partie de l'énergie transférée dans la sphère élémentaire considérée peut être absorbée en dehors, et une partie d'énergie transférée en dehors de la sphère peut être absorbée à l'intérieur de la sphère. Nous allons y revenir. La dose absorbée s'exprime comme l'énergie transférée en joules par kilogramme, c'est-à-dire également en Gray.
Elle s'exprime sous la forme dWA pour absorber sur dm. C'est donc bien une énergie par unité de masse. Et on a de la même façon l'expression de cette dose absorbée qui est le produit de la fluence énergétique par le coefficient massique, cette fois d'absorption. Il est noté ici qu'à l'équilibre électronique, on peut considérer que le coefficient d'absorption est égal au coefficient de transfert multiplié par un facteur 1 moins G. G est un facteur de correction qui tient compte de l'énergie de liaison des électrons qu'il faut soustraire lorsque l'interaction se passe à l'intérieur du volume d'intérêt, mais dont on ne tient pas compte lorsque l'interaction s'est produite à l'extérieur. Donc 1 G est un facteur de correction introduite pour tenir compte de l'énergie de liaison des électrons. Et ceci conduit à la relation entre le kerma et la dose absorbée. La plupart du temps, les électrons mis en mouvement par effet Compton, nous l'avons vu, étant préférentiellement dirigés par l'avant, on peut avoir 3 situations différentes. Sur le schéma du haut, on se place sur la face d'entrée du faisceau de photons dans la matière. On voit là que le phénomène prédominant, ce sont des interactions, donc des transferts d'énergie qui ont lieu à l'intérieur du volume cible, mais dont l'énergie communiquée aux électrons va largement aller être absorbée en dehors du volume. Donc dans ce cas-là, on a une énergie transférée supérieure à l'énergie absorbée. Dans le schéma du milieu, nous nous trouvons à l'intérieur même de la matière traversée. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle d'équilibre électronique, ce qui veut dire que certaines interactions, donc certains transferts d'énergie qui ont lieu en dehors du volume, vont générer de l'énergie absorbée à l'intérieur du volume, parce que les électrons mis en mouvement viennent terminer leur course dans ce volume, tandis que des phénomènes de transfert qui ont lieu à l'intérieur du volume cible vont générer des électrons qui vont épuiser leur énergie ou finir d'épuiser leur énergie à l'extérieur du volume. Eh bien, statistiquement, les deux phénomènes se compensent, et dans ce cas-là, appelé donc équilibre électronique, on peut considérer que l'énergie absorbée dans le volume est égale à l'énergie transférée dans ce volume. Troisième cas de figure, c'est le schéma du bas. Nous nous trouvons au contraire à la phase de sortie de la matière traversée par rapport au faisceau de photons. Et là, de manière symétrique avec le premier cas, on voit que beaucoup de transferts ont lieu à l'extérieur du volume cible, mais que les électrons vont épuiser leur énergie à l'intérieur du volume cible. Et dans ce cas-là, l'énergie absorbée sera supérieure à l'énergie transférée. Il y a donc au niveau de la phase d'entrée d'un faisceau une diminution paradoxale de l'énergie absorbée, tandis que du côté de la sortie du faisceau, par rapport au matériau traversé, il y a une élévation paradoxale de l'énergie absorbée. Ceci a des conséquences lorsqu'on considère un organisme vivant traversé par un flux de photons. Voilà, donc à l'équilibre électronique qui correspond à la très grande majorité des cas, l'énergie absorbée est égale à l'énergie transférée, et ce à l'échelle macroscopique. En réalité, cette énergie transférée et donc l'énergie absorbée, il faut se souvenir que c'est l'énergie incidente diminuée de l'énergie diffusée et de l'énergie transmise en l'absence de toute interaction. Alors bien évidemment, si l'on veut maintenant quantifier l'énergie transférée ou kerma et quantifier l'énergie absorbée, il est nécessaire de connaître les coefficients d'absorption et de connaître l'affluence énergétique. En pratique, ceci est extrêmement difficile. Il faut donc recourir à une astuce qui consiste à utiliser un instrument de mesure, mais bien évidemment, l'instrument de mesure n'a pas grand-chose à voir avec le milieu dans lequel on souhaite quantifier l'énergie absorbée,
par exemple les tissus biologiques. Il faut donc rappeler une propriété intéressante du kerma ou de la dose absorbée, c'est que le kerma est proportionnel à l'affluence énergétique, quel que soit le milieu. Donc dans un milieu A, le kerma, noté K indice A, sera le produit de l'affluence énergétique par le coefficient de transfert, le coefficient massique de transfert dans le milieu A. Et dans le milieu B, on aura de la même façon une énergie transférée KB qui sera le produit de l'affluence énergétique par le coefficient massique de transfert dans le milieu B. Si l'on fait le rapport donc des kermas dans les deux milieux considérés, eh bien on fait disparaître l'affluence énergétique, dont la mesure est extrêmement difficile, et on voit que le rapport de kerma est égal au rapport des coefficients de transfert. De la même façon, si l'équilibre électronique est vérifié, on a la même relation entre la dose absorbée dans le milieu A et la dose absorbée dans le milieu B. On peut donc facilement calculer le kerma ou la dose dans un milieu donné si on est capable de mesurer le kerma ou la dose dans un milieu de référence. En pratique, ce milieu de référence est l'air, et nous mesurerons le kerma ou la dose dans ce qu'on appelle une chambre d'ionisation, c'est-à-dire dans l'air, où là, grâce à des appareils de mesure étalonnés, on peut déterminer, mesurer la dose, qui est notée dose grand D indice R. Et ensuite, d'après ce qui précède, il suffit, pour connaître la dose absorbée dans un milieu quelconque, de multiplier la dose mesurée dans l'air, c'est-à-dire avec un instrument de mesure, une chambre d'ionisation, par le rapport des coefficients d'atténuation, des coefficients d'absorption dans l'air et dans le milieu considéré. Donc lorsqu'on veut estimer la dose reçue par un patient ou par un individu, il faut mettre un instrument de mesure à l'endroit où se trouverait l'individu pour mesurer une dose dans l'air, et on en déduit par calcul la dose qu'a reçue ou que recevrait l'individu si on le plaçait au même endroit. Bien sûr, ce type de calcul est approximatif. La mesure est souvent difficile à faire, surtout a posteriori, mais grâce à cela, on arrive à avoir une bonne estimation de la dose absorbée dans n'importe quel milieu, et en particulier dans un être vivant. Pour les tissus biologiques, de plus, le rapport des coefficients massiques d'absorption est très proche de 1 pour toutes les énergies de photons comprises entre 100 kV et 10 MeV. En effet, comme nous l'avons vu, dans cette gamme d'énergie, pour les tissus biologiques, l'effet Compton est prédominant, et ceci indépendamment du milieu. Donc, la valeur de l'énergie absorbée dans l'organisme sera schématiquement égale à la dose absorbée mesurée dans une chambre d'ionisation. Autrement dit, on peut connaître directement la dose reçue en mesurant le dépôt de dose dans une chambre d'ionisation placée au même endroit par rapport au faisceau. Ceci a des avantages considérables pour l'estimation de la dose en pratique. Ceci, c'était pour des photons entre 100 kV et 10 MeV. En revanche, pour des photons de faible énergie, en pratique pour des photons de moins de 50 kV, vous vous souvenez que l'effet photoélectrique devient prédominant, même dans les milieux de Z peu élevés. Et alors à ce moment-là, la nature du milieu traversé prend une importance considérable.
puisque le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique est proportionnel, vous vous en souvenez, au cube du numéro atomique. Donc, contrairement au cas précédent, où tous les tissus étaient concernés à peu près de la même façon, lorsqu'on considère l'effet photoélectrique, le coefficient d'atténuation dans les milieux tels que l'os, puisque Z égale 20 pour le calcium que contiennent les os, est beaucoup plus élevé que dans l'air. Autrement dit, les os absorbent beaucoup plus de photons de faible énergie par effet photoélectrique que tous les autres tissus. À l'extrême, dans la graisse, eh bien, la dose absorbée est moins élevée que dans l'air. Ceci explique que l'absorption des photons de faible énergie soit très différente entre les différents tissus. C'est d'ailleurs, notons-le en passant, ce qui permet, avec des rayons X de faible énergie, de réaliser des radiographies du squelette, puisque les os absorbent beaucoup plus les photons de faible énergie que les tissus mous, par effet photoélectrique. Ceci veut dire que pour les photons de faible énergie, eh bien, l'énergie absorbée dans les os est beaucoup plus élevée que l'énergie absorbée dans les autres tissus, et notamment dans la graisse. Il faut bien sûr en tenir compte lorsqu'on utilise des photons de faible énergie. En pratique, comment fait-on donc pour mesurer la dose reçue par un tissu? Eh bien, les valeurs des coefficients massiques d'atténuation sont tabulées en fonction de l'énergie. Elles ont été mesurées et on les trouve dans des tables. On va tout d'abord, en théorie, il faudrait calculer la fluence énergétique, c'est-à-dire intégrer l'éclairement énergétique au point considéré en fonction du temps. Puis la dose serait le produit de cette fluence énergétique par le coefficient massique d'atténuation. En réalité, vous le concevez bien, le calcul de la fluence énergétique nécessiterait une mesure précise de l'éclairement énergétique qui est très difficile à réaliser. Donc, puisqu'on ne peut pas faire la mesure directement à l'intérieur du milieu qui nous intéresse, en l'occurrence, ça serait à l'intérieur même d'un patient ou d'un individu, eh bien, on va faire cette mesure à l'intérieur d'une chambre d'ionisation. Donc, on mesure la dose dans l'air. Les appareils permettent en fait de mesurer un débit de dose instantané qu'il suffira d'intégrer en fonction du temps, pour avoir la dose reçue pendant un temps donné. Et ensuite, on calcule la dose dans le milieu cible en multipliant la dose mesurée dans l'air par le rapport des coefficients d'absorption dans le milieu et dans l'air. On arrive ainsi à la notion de dose reçue en Gray, c'est-à-dire en joules par kilo, au niveau d'un volume cible, qui pour nous sera le volume de l'organisme ou une partie de l'organisme. Et ceci conduit tout de suite à deux remarques extrêmement importantes. C'est que la dose reçue quantifiée en Gray ne suffit pas pour estimer les conséquences radiobiologiques. En effet, nous avons vu que la dose reçue, c'était un débit de dose intégré en fonction du temps. Eh bien, selon le temps pendant lequel la dose a été délivrée, les conséquences seront différentes. Nous y reviendrons. C'est la notion de débit de dose. Et en première approximation, disons que recevoir un Gray, par exemple, se posera en des termes très différents selon que ce Gray est reçu en quelques fractions de seconde, comme ça a pu être le cas après l'explosion à Hiroshima par exemple, ou si la même dose de 1 Gray est reçue par un travailleur exposé sur des mois, voire des années. La deuxième conséquence, c'est que les effets d'une irradiation, quelle que soit la valeur de la dose reçue en Gray, seront très différentes selon la partie du corps exposée.
Rappelons que les grès sont des joules par kilo, mais bien évidemment, en fonction de la quantité de tissu et de la nature des tissus concernés, les conséquences d'une même quantité d'énergie déposée par masse, par unité de masse, seront extrêmement différentes. Donc, première notion importante, c'est celle de débit de dose. En effet, la rapidité avec laquelle une dose de rayonnement est délivrée est tout à fait cruciale, on le conçoit facilement. Ce débit de dose est exprimé en grès par seconde ou en grès par heure selon les cas, et pour une même dose, les conséquences seront d'autant plus dramatiques que cette dose aura été délivrée avec un débit élevé. Quant à la deuxième conséquence qui est celle du volume irradié, eh bien, nous en avons ici l'illustration. Voici un sujet qui est irradié au niveau des membres inférieurs, au niveau des deux jambes. Il reçoit au niveau des jambes une quantité d'énergie égale à 1 joule par kilo, donc 1 grès. Ce grès est reçu exclusivement au niveau des jambes. Ici, nous avons un autre sujet qui reçoit également un grès, c'est-à-dire que l'énergie absorbée correspond bien à 1 joule par kilogramme, avec une fluence énergétique de 1 joule par mètre carré, mais, contrairement au cas précédent, cette dose de 1 joule par kilo est reçue sur la quasi-totalité de l'organisme. Bien évidemment, les conséquences seront beaucoup plus graves que dans le cas précédent. Bien évidemment, c'est la combinaison des deux paramètres qui importe. Ici, nous avons le même volume irradié, c'est-à-dire la quasi-totalité du corps, mais avec une fluence énergétique 10 fois moindre, et donc la dose reçue par l'organisme entier sera également 10 fois moindre. Donc l'organisme entier est concerné, mais la dose reçue n'est que de 0,1 grès. La gravité sera très inférieure à celle du cas précédent. On a donc vu la notion de dose reçue, on a vu la notion de débit de dose qui consiste à dire que la même dose reçue durant des temps différents n'a pas les mêmes conséquences. Eh bien, il faut encore introduire un paramètre pour anticiper les conséquences radiobiologiques d'une irradiation, c'est celle de la nature du rayonnement. Et ceci introduit la notion de dose équivalente. Cette dose équivalente, c'est la dose reçue que nous avons envisagée précédemment et que l'on exprime en grès. Donc la pondération de cette dose par un facteur qui tient compte de la nature des rayonnements. Ce facteur de pondération est appelé facteur de pondération lié au rayonnement. On peut prendre une image un peu triviale mais qui aide à comprendre ce qu'on veut dire ici. C'est que lorsqu'on reçoit des rayons, on est un peu dans le même cas qu'un individu qui reçoit 1 kilo sur la tête. Est-ce que le fait de recevoir 1 kilo sur la tête est grave ou non? On voit bien que ça dépend de la nature du matériau reçu. Et que recevoir sur la tête 1 kilo de plume a des effets beaucoup moins dramatiques que de recevoir la même masse sous forme de plomb. Eh bien, par analogie, on peut comprendre que la nature des rayonnements aura pour une même dose des conséquences différentes. Donc, pour une même dose en grès, on calculera des doses équivalentes différentes en tenant compte du pouvoir d'ionisation du rayonnement, c'est-à-dire du transfert d'énergie linéique. Pour cela, on pondère la dose en grès par un facteur de pondération lié au rayonnement que l'on note W indice R et qui relativise donc la gravité pour une même dose
des dégâts dans les tissus vivants. Cette dose équivalente est notée grand H. Elle est donc le produit du facteur de pondération par la dose en gray, et son unité est le sievert, en abrégé grand S, petit v. Cette notion de dose équivalente et donc la prise en compte de la nature des rayonnements ne correspond pas à des nuances négligeables. En effet, si l'on considère comme valeur de référence un facteur de pondération égal à 1 pour les photons et pour les électrons, on voit que le facteur de pondération est égal à 5 pour les neutrons de faible énergie, ou au contraire les neutrons rapides de plus de 20 mégaélectronvolts, et également pour les protons de plus de 2 MeV. Mais ce coefficient atteint des valeurs voisines de 10 pour les neutrons entre 10 et 100 keV, ou pour les neutrons entre 2 et 20 mégaélectronvolts. Et ce coefficient de pondération tissulaire atteint même 20 pour les particules alpha, ou pour les neutrons d'énergie comprise entre 100 keV et 2 mégaélectronvolts. Donc il faut retenir de ceci que recevoir un gray de neutrons est beaucoup plus délétère que recevoir un gray sous forme de photons. La dose absorbée est la même, mais les conséquences radiobiologiques et donc les conséquences sur la santé seront beaucoup plus dramatiques. Et on voit aussi que le plus délétère de ce point de vue, ce sont les particules alpha, et c'est ce qui explique que les émetteurs de particules alpha soient considérés comme extrêmement dangereux lorsque ils sont ingérés ou absorbés dans l'organisme. Il faut nuancer ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les neutrons. En effet, je vous rappelle qu'à la différence des photons, les neutrons interagissent par collision élastique avec des noyaux du milieu, et comme ces noyaux sont le plus souvent des noyaux d'hydrogène, ils induisent des protons secondaires. Ceci explique leur caractère extrêmement ionisant, bien qu'indirectement, et donc le fait que le coefficient W pour les neutrons est particulièrement élevé. Mais par rapport à ce qui a été dit précédemment, eh bien on voit sur cette représentation qu'en fait, le coefficient de pondération lié au rayonnement est une fonction continue de l'énergie lorsqu'on s'adresse à des neutrons. Ceci est une notion récemment introduite par la Commission internationale de radioprotection en 2007 et qui a donc substitué au coefficient donné dans le tableau précédent cette notion de fonction continue. On voit que ça revient un peu au même, mais que la variation se fait d'une manière continue entre 10 keV et 1 gigaélectronvolt. Le coefficient est maximal pour les neutrons rapides de 1 mégaélectronvolt et il est égal à ce moment-là à 20. Donc les neutrons rapides dans cette zone-là sont vraiment les plus délétères. En dessous de 10 keV, en fait, on n'a plus d'interaction par choc élastique avec les noyaux, mais le neutron pénètre dans les noyaux qui, à ce moment-là, sont excités et vont se désexciter par émission gamma. Donc les conséquences sont un peu moins délétères. Et puis, au-delà de 1 gigaélectronvolt, les neutrons traversent la matière sans interagir, et il y a donc paradoxalement moins d'effets radiobiologiques. Mais retenons que dans l'ensemble, les neutrons à dose égale en gray, eh bien, peuvent être jusqu'à 20 fois plus délétères que des irradiations par photons ou par électrons. Tout ce que nous avons dit concernait des sources de photons avec un flux d'émission continu pendant la durée d'exposition, pendant le temps où la dose est reçue. Il faut préciser certains points lorsqu'on a affaire maintenant à l'exposition à une source radioactive. La différence en effet, c'est que une source radioactive décroît
en fonction du temps, selon une loi exponentielle décroissante, avec un coefficient de décroissance qui est lié à la période radioactive, comme nous l'avons vu lors du premier cours. Eh bien, il faudra tenir compte de cette décroissance radioactive pour le calcul de la dose reçue. Et bien évidemment, ceci apparaît dans l'expression en tenant compte de l'activité notée grand A, qui va décroître avec le temps. Donc, si l'on représente le flux d'énergie incidente au niveau de la cible, eh bien, on introduit la notion d'activité, et lorsque on calcule le débit de dose dans la cible, on retrouve la même expression que précédemment, mais avec l'activité qui apparaît au numérateur et avec l'expression 4πd au carré, qui est là pour rappeler qu'une source radioactive émet de façon isotrope dans toutes les directions de l'espace, et que, contrairement à un flux de photons X, par exemple, qui a une direction donnée, une source radioactive émet dans toutes les directions et qu'il faudra donc tenir de la géométrie d'émission. Autrement dit, par rapport à l'énergie émise au niveau d'une source radioactive, il ne faudra retenir que l'énergie interceptée par l'angle solide au niveau du volume cible. L'intégration de ce débit de dose au cours du temps conduit donc à exprimer la dose absorbée en fonction de l'activité de la source radioactive intégrée sur le temps. Ce qui veut dire que dans tous les cas où la période radioactive est longue, donc avec tous les éléments radioactifs à période longue bien sûr par rapport au temps d'exposition à cette source, eh bien, on peut considérer que l'activité est constante pendant le temps d'exposition et la dose prend à ce moment-là une expression très simple qui est proportionnelle à l'activité radioactive initiale. Sinon, l'intégration en fonction du temps conduit à l'expression qui est sur la ligne du bas et qui s'exprime donc en fonction de l'activité initiale et de la constante radioactive et en fonction du temps symbolisé par grand U si l'on considère que le sujet est exposé de t égale 0 jusqu'à un instant grand U. Donc il ne faut pas considérer qu'il y a de différence qualitative entre des photons gamma et des photons X, mais il faudra bien sûr tenir compte de l'évolution du flux de photons lié à la décroissance radioactive pour apprécier la dose. Lorsqu'on parlait de faisceaux de photons, on parlait bien sûr d'irradiation externe, lorsque un sujet est placé dans un flux de photons, que ce soit des photons X ou des photons gamma. Lorsqu'on envisage maintenant l'absorption dans l'organisme, par voie digestive ou par voie respiratoire ou par voie transcutanée, d'atomes radioactifs, eh bien on doit à ce moment-là considérer, outre l'exposition aux photons par voie externe, on doit considérer l'exposition interne liée aux particules chargées. En effet, les particules chargées, lorsqu'elles sont émises à l'extérieur de l'organisme, sont très rapidement absorbées dans les matériaux environnants, et donc il n'y a pas d'exposition externe à des sources de particules chargées. En revanche, lorsque les corps radioactifs sont à l'intérieur même des tissus, eh bien la dose reçue liée aux particules chargées sera considérable
Et nous avons vu que la dose équivalente pouvait atteindre des valeurs très supérieures lorsqu'il s'agit par exemple de particules alpha. Donc, avec les particules chargées, le problème n'est à envisager que en cas d'ingestion ou d'absorption accidentelle dans l'organisme. Il faut toutefois préciser qu'on peut utiliser des particules chargées en radiothérapie avec des flux d'électrons ou des flux de particules alpha ou des flux de protons, mais ceci ne concernera que des tissus très superficiels par rapport à la source. De la même façon, de manière accidentelle, il peut y avoir une exposition externe par contact cutané avec des émetteurs bêta ou alpha, mais là encore, cette exposition ne concernera que les tissus les plus superficiels. Donc, l'abord dosimétrique en cas d'exposition interne est beaucoup plus complexe à appréhender que la dosimétrie liée à une exposition externe à des photons. En effet, lorsque l'organisme absorbe ou incorpore un corps radioactif, eh bien chaque tissu devient à la fois source et cible. Et pour estimer la dose reçue dans un tissu donné lié à l'émission de particules chargées, il faudra connaître la concentration de radioactivité dans ce tissu, ce qui est bien évidemment d'un abord difficile. Le problème est encore rendu plus complexe par le fait qu'à côté de l'émission de particules chargées, la plupart des atomes radioactifs émettent aussi des rayons gamma, et que cette irradiation gamma d'origine interne va se surajouter à l'irradiation liée aux particules chargées. Donc l'estimation de la dose nécessite que l'on connaisse la quantité de radioactivité ingérée et que l'on connaisse la concentration dans les différents tissus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la biodistribution de l'atome radioactif. Eh bien, cette distribution tissulaire de l'atome radioactif dépend là de paramètres biologiques, et tant que l'on ne connaît pas très précisément le métabolisme de l'atome radioactif concerné, on aura beaucoup de mal à appréhender la dosimétrie par irradiation interne. Quoi qu'il en soit, en supposant connu cette concentration du radioélément, on pourra, en connaissant l'énergie des particules émises, dans le cas d'une émission β-, vous vous souvenez, on se référera à l'énergie bêta moyenne, qui est l'énergie moyenne des particules bêta, puisque vous vous souvenez que l'émission β- a un spectre continu, la différence d'énergie étant emportée par l'antineutrino. Eh bien, en tenant compte de cette énergie bêta moyenne, si l'on connaît la concentration tissulaire du radioélément, on peut estimer, par modélisation et par calcul, le débit de dose à un instant donné, qui a, en intégrant toutes les constantes, l'expression approximée qui est donnée ici, à savoir 21,3 multiplié par l'énergie bêta moyenne, multiplié par la concentration à un instant donné. Pourquoi la concentration à un instant donné? Eh bien parce que comme pour l'exposition à une source radioactive externe, il faudra tenir compte ici de la décroissance radioactive. Donc vous avez déjà largement compris que la dosimétrie en cas d'irradiation interne est d'un abord plus complexe que la dosimétrie par irradiation externe, qui est déjà elle-même d'une certaine complexité. Eh bien, le problème est rendu encore plus compliqué par le fait que la concentration radioactive qui intervient dans le calcul dépend certes de la décroissance radioactive, comme je le disais à l'instant, mais va aussi dépendre d'un autre paramètre qui est purement biologique, lui, et qui est la vitesse d'élimination du radioélément dans le tissu considéré. Ceci conduit à introduire la notion de période biologique, qui est la période au bout duquel la moitié du produit radioactif aura été éliminé du tissu. Bien évidemment, la période physique, c'est-à-dire la période de décroissance radioactive par désintégration,
et la période biologique, liée à l'élimination par le métabolisme tissulaire, vont concourir à diminuer l'irradiation. Et donc le paramètre important pour aborder la dosimétrie d'origine interne, c'est ce qu'on appelle la période effective, qui est donnée par la formule que vous avez là, à savoir que l'inverse de la période effective est égal à la somme de l'inverse de la période physique et de l'inverse de la période biologique. Autrement dit, plus la période biologique est courte, ce qui traduit une élimination tissulaire importante, plus la période effective sera faible par rapport à la période physique. Autrement dit, pour une même quantité de radioactivité et pour une période physique donnée, eh bien, les conséquences de l'irradiation, c'est-à-dire de la contamination de l'organisme, seront beaucoup plus délétères si la période biologique est longue, c'est-à-dire si le produit radioactif est fixé dans les tissus. A l'inverse, s'il est éliminé rapidement, les conséquences seront beaucoup moins graves. On utilise cette propriété pour traiter certaines contaminations radioactives. Par exemple, si l'on peut éliminer un atome radioactif par voie rénale et par voie urinaire, eh bien, on provoquera une diurèse forcée chez l'individu, c'est-à-dire en le mettant sous diurétique et en lui apportant des quantités de perfusion importantes, pour renouveler rapidement l'eau de l'organisme et éliminer plus rapidement les atomes radioactifs. Inversement, certains atomes radioactifs se fixent rapidement dans les tissus, dans les os par exemple, et plus rien ne peut ensuite les en déloger. Donc à ce moment-là, la période biologique est très longue et la période effective sera élevée, surtout si l'on a affaire à des radioéléments de période physique longue, c'est-à-dire avec une faible constante de désintégration. Alors, pour en terminer avec la dosimétrie interne, nous ne rentrerons pas dans les formules et dans les méthodes de calcul, mais disons simplement que cet abord de dosimétrie par irradiation interne nécessite une modélisation de la biodistribution et de calculer les conséquences des émissions gamma associées avec tous les problèmes de géométrie de comptage. Donc ceci conduit à des modèles qui sont élaborés par un organisme international qui a mis au point ce qu'on appelle le MIRD, Medical Internal Radiation Dose, qui est un modèle faisant appel à des fantômes anthropomorphiques censés représenter un individu moyen, notion bien sûr très critiquable et approximative, mais qui permet d'approximer, en fonction de la concentration radioactive dans les différents organes, la dose reçue par chaque organe et par l'ensemble de l'organisme. De plus, et nous le reverrons, l'irradiation interne a des particularités par rapport à une irradiation par un flux de photons externe. C'est que puisque la radioactivité est à l'intérieur même des tissus, elle va être délivrée de manière continue, mais ceci avec un bas débit de dose, et je vous rappelle l'importance du débit de dose pour les conséquences biologiques. Et puis une autre caractéristique à considérer, c'est que cette irradiation sera très hétérogène. Hétérogène au niveau du tissu et hétérogène à l'échelle cellulaire. En effet, vous vous souvenez que les particules chargées, comme un électron, ont des trajectoires dans la matière qui sont extrêmement aléatoires, avec des changements de direction chaque fois que l'électron interagit avec un électron du milieu, et donc une trajectoire dont la longueur globale est appelée parcours, et ce parcours correspond à la profondeur de pénétration dans les tissus. Cette énergie va donc être distribuée à l'échelle cellulaire de manière relativement disparate et aléatoire, et toucher des organites à l'intérieur des cellules, qui peuvent être divers, et sans rentrer dans les détails, disons que si l'énergie concerne l'ADN, ou le système membranaire, ou les mitochondries,
eh bien à l'échelle de la cellule, pour une même quantité d'énergie déposée, les conséquences seront différentes. Donc cette hétérogénéité à l'échelle cellulaire du dépôt d'énergie par les particules chargées fait que la quantité d'énergie absorbée, donc la dose calculée en Gray, ne permet pas forcément d'anticiper de manière rigoureuse les effets biologiques. Rappelons ici qu'en fonction de la nature des particules, cette hétérogénéité sera différente, puisque les électrons, par exemple des particules bêta-, auront une trajectoire très tortueuse et très aléatoire et répartie finalement sur un volume relativement important par rapport à l'échelle de la cellule. C'est ce qui est figuré en vert ici. On a donc de nombreuses interactions, mais qui sont très dispersées, avec un dépôt d'énergie relativement faible et étalé. À l'opposé, vous vous souvenez que les particules alpha ont une trajectoire beaucoup plus rectiligne et que l'énergie déposée sera beaucoup plus concentrée à un endroit donné. Et selon que l'énergie d'une particule alpha concernera ou pas le matériel génétique, les conséquences sur la cellule, là encore pour une même quantité d'énergie mise en jeu, pourront être très différentes. Enfin, à cette hétérogénéité à l'échelle de la cellule se superpose une hétérogénéité à l'échelle tissulaire, puisque lorsqu'on parle de biodistribution d'un atome radioactif dans un tissu, eh bien, on doit considérer tous les problèmes de vascularisation, de diffusion dans le tissu interstitiel, et on conçoit facilement que la concentration d'atomes radioactifs puisse varier considérablement d'un point à un autre dans un même tissu ou dans un même organe. Donc les conséquences radiobiologiques sur cet organe seront là encore très différentes en fonction de cette hétérogénéité. Tout ceci complique donc la notion de dosimétrie par contamination interne.